Nous allons voir un exemple de charge non linéaire. Cette charge non linéaire sera prise monophasée dans un premier temps pour étudier la caractérisation de cette charge. Donc, on aurait pu poser une seule question, étudier la charge non linéaire. Donc, étudier la charge non linéaire, c'est calculer les puissances mises en jeu, sa décomposition en série de Fourier et de faire, s'il faut, un calcul de l'impédance équivalente au fondamental. Ça dépendra de l'exercice. Donc, nous avons un graphe où nous avons des impulsions de courant de valeur maximale I, dont l'amplitude, l'écart ou la durée de l'impulsion fait alpha est déphasée d'un angle θ. On verra par la suite comment on détermine ces valeurs. On va d'abord calculer la valeur efficace du courant, calculer l'expression du fondamental du courant I1 de t, calculer le taux global harmonique et le facteur de déplacement de la charge, faire le bilan de puissance, calculer la puissance active, réactive, puissance apparente et puissance déformante. On est dans le cas d'une charge non linéaire. Et enfin, ici, on va donner l'impédance équivalente au fondamental. Pour calculer la valeur efficace du courant, on se sert du graphe. Donc ici, le calcul peut être assez simple, mais là, on va faire un calcul théorique. On va dans un premier temps, si on ne vous donne pas les données, à partir du graphe, voir que θ1 fait 45 degrés et que alpha fait 45 degrés aussi. Donc, on va partir sur ces deux applications. La définition de la valeur efficace, c'est la valeur efficace au carré égale 1 sur 2, intégrale de 0 à 2pi, i carré θ dθ. C'est-à-dire qu'on va calculer ici la valeur moyenne du courant au carré. Ce calcul, on va le faire théorique, mais suivant la forme de votre graphe, j'y reviendrai par la suite, on peut voir que en fait, on peut le déduire plus facilement. C'est ce que l'on fait souvent en électronique de puissance. Si je regarde le développement de mon calcul, donc je vais intégrer de 0 à 2pi. Donc, je vais intégrer sur les parties où mon courant est différent de 0, c'est-à-dire que je vais intégrer, donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de θ1 à θ1 plus alpha i carré dt, plus pi plus θ1 à pi plus θ1 plus alpha i carré dt. Alors, c'est moins i au carré, donc là, j'aurais pu mettre moins i qui fait i carré. Du coup, on peut voir que c'est l'intégrale de 2 fois cette intégrale, donc ça fait 1 sur 2pi i carré, 2 fois intégrale de θ1 à θ1 plus alpha. Donc là, j'ai un terme constant, j'ai 1. L'intégrale de 1 par rapport au dt, ça fait t. Alors c'est dθ, excusez-moi, là sur le graphe, c'est un dθ. Donc ça fera θ1 plus alpha moins θ1 qui fait alpha. Donc la valeur efficace au carré est égale à i carré pi fois alpha. Donc la valeur efficace, c'est i fois racine carrée de alpha sur pi. Ce calcul, on aurait pu le calculer directement à partir du graphe, c'est-à-dire que si je fais un calcul d'intégrale, une intégrale simple, je fais un calcul de surface. Donc, ça revient à calculer la surface ici que je présente à l'écran. Donc, si je prends mon signal au carré, donc ici j'ai i carré, ce signal au carré va faire la même hauteur, la même amplitude. Donc, je vais avoir 2 fois ce calcul, je retrouve ce résultat à l'intégrale, et donc ça fera i carré fois alpha. Donc, en fait, i efficace au carré, c'est égal à 1 sur 2pi, 2 fois i carré fois alpha. Donc, vous retrouvez bien la même expression, d'où i efficace égale i racine carrée de alpha sur pi. Donc là, ça permet de vérifier mon calcul directement en faisant un calcul assez élémentaire. L'application numérique nous donne ici, pour i égale 700 ampères, i efficace égale 495 ampères au niveau de mon valeur efficace. On va calculer l'expression du fondamental I1 de t. Par définition, nous avons cette expression-là, I de t est égal à la somme des AK cosinus k oméga t plus BK sinus k oméga t, mais I de θ, puisqu'on peut faire le calcul par rapport à θ, qui est beaucoup plus simple, est égal à AK cosinus k θ plus BK sinus k θ. L'intérêt de faire un calcul avec θ comme variable, c'est que lorsque vous allez faire l'intégrale de cosinus-sinus, vous avez juste le 1 sur k qui va apparaître et pas le k oméga, qui peut alourdir la notation. Dans les deux cas, on va calculer AK et BK par les expressions suivantes. Je rappelle que AK et BK sont des valeurs maximales. L'objectif en génie électrique, généralement, c'est de simplifier les calculs au maximum pour ne pas faire de calculs trop longs ou trop complexes. Donc, si je reprends mon graphe, je m'aperçois que je n'ai pas de symétrie. Donc, sans parler de fonction paire ou impaire, on va donc essayer de simplifier le calcul. Donc, on va faire un changement de repère. C'est la méthode pour simplifier les calculs. Pour pouvoir faire ce changement de repère, je vous conseille de tracer le fondamental du signal. C'est-à-dire que sur mon signal, ici, je vais tracer une fonction en cosinus ou en sinus.
Bien sûr, à vous d'avoir un peu, à force par habitude, ben on sait que ici je vais avoir un maximum, ici je vais avoir un minimum. Et du coup, si j'ai un max et un minimum, ben, entre les deux, je vais avoir ici le passage par zéro et le passage par zéro. C'est ce que j'ai représenté ici. Vous pouvez voir que vous avez donc ici un minimum, un passage par zéro, un maximum, un passage par zéro, un minimum. Donc, j'ai l'allure du fondamental. Et donc là, en fait, en voyant et en dessinant ma forme de cosinus ou de sinus, je vais donc faire un changement de repère, c'est-à-dire décaler l'axe vertical pour obtenir que une fonction cosinus ou qu'une fonction sinus. Dans ce cas-là, comme je n'ai pas de symétrie, j'aurais été obligé de calculer les deux termes AK, BK. Donc, deux choix possibles. Donc, les deux choix, c'est soit je mets mon repère sur ce point-là, sur ce point-là qui est entre 90 et 45 degrés. Donc, je peux voir que je vais avoir une fonction en cosinus, soit je le mets ici au passage par zéro. Vous êtes libre d'utiliser la méthode que vous voulez. Moi, j'ai pris le repère en graal et pas en pointillé. Donc, je fais mon changement de variable, c'est-à-dire qu'ici, j'ai mon nouvel axe. J'ai appelé bêta l'angle dans le nouveau repère et j'ai repositionné l'angle 180 et 360. Je peux voir qu'ici, le décalage que j'ai par rapport à l'origine sera cette fois alpha sur 2, d'accord, puisque j'ai une symétrie. Dans ce cas-là, comme alpha est égal à 45 degrés, ça fera 45 sur 2, soit pi sur 8. Donc bêta, c'est θ moins 3 pi sur 8. Ou comment je peux poser l'expression? Je vois que par rapport au 0, j'ai 3 pi sur 8. Donc savoir est-ce que j'ai plus ou moins 3 pi sur 8, il suffit de vérifier l'expression. Bêta, et quand θ est égal à 0, j'ai moins 3 pi sur 8. Donc par rapport à mon nouveau repère bêta, j'ai bien moins 3 pi sur 8. Quand θ égale 3 pi sur 8, bêta est bien égal à 0. Donc on peut faire plusieurs possibilités pour bien vérifier, c'est ce que j'ai mis ici, les expressions, je vérifie que mon changement de variable est juste. Maintenant que mon changement de variable est juste, je vais faire mon calcul. Donc j'ai un cosinus dans le nouveau repère, donc je n'ai que les termes à AK. D'accord? Donc par rapport à l'expression du départ, j'ai une symétrie par rapport à l'axe OY. Donc les termes en sinus sont nuls. Donc BK est égal à 0 et AK, je vais faire un calcul dans le nouveau repère bêta. Vous pouvez voir que dans mes expressions, j'ai appelé bêta. Donc AK, c'est l'intégrale de 1 sur pi de moins pi sur 2 à plus pi sur 2 i cosinus k bêta d bêta, plus intégrale entre pi moins alpha 2 plus pi plus alpha 2 de moins i cosinus h θ dθ. Si on revient sur le graphe, vous pouvez choisir l'axe, l'intégrale. Donc moi j'ai intégré sur ces deux points et ces deux points-là. Donc rien ne m'empêche d'avoir, c'est vrai que je me repose. Après, vous aurez pu partir de cette intégrale-là, partir de 0, et donc vous auriez ce terme-là. Donc pour éviter d'avoir Torah terme intégral, j'en ai pris que 2, donc je me suis décalé par rapport, donc, puisque la troisième durée, l'impulsion fait pi sur 8 et celle-ci sera égale. Donc, on peut voir aussi que ce calcul-là est égal à ce calcul-là. Pourquoi? Parce que i est positif, le cosinus est positif, ce terme est positif. I est négatif, ce cosinus ici est négatif, donc le terme est négatif. Si je reviens au graphe, vous pouvez voir qu'ici, le produit du cosinus par mon courant fait du positif. Le courant, ici, le produit du courant négatif par mon cosinus qui est négatif, fait aussi du positif. Donc, vous voyez bien que je fais deux fois le même calcul. Donc, j'ai 2 sur pi, intégrale de moins alpha sur 2 à plus alpha sur i cosinus k bêta dθ, qui revient à avoir comme intégrale sinus k bêta sur k entre moins alpha 2 et plus alpha 2. Donc, ici, je pourrais développer pour avoir l'expression générale. Ici, on vous demande le fondamental, donc je me suis arrêté à k est égal à 1. Donc, si k est égal à 1, donc ça fait 2 sur pi i, sinus plus alpha sur 2 moins sinus moins alpha sur 2, qui fait 4 sur pi i sinus plus alpha sur 2. Donc, en fait, ce terme, en fait, si vous regardez les angles caractéristiques, sinus moins alpha, sinus moins θ, c'est égal à sinus à moins sinus θ. Donc, ça fait deux fois, en fait, sinus plus alpha sur 2 que j'ai dans l'expression. Ce terme-là est une valeur maximale. Donc, dans l'expression générale, je fais apparaître la valeur efficace, c'est-à-dire que ce terme 4 sur pi i sinus plus alpha sur 2, je vais le diviser par racine de 2 et le remultiplier par racine de 2. Donc 4, ça fait 2 racines de 2 fois racine de 2. Donc ici, j'ai bien la valeur efficace du fondamental.
Donc, j'ai une fonction en cosinus. Par habitude, en régime sinusoïdal, on aime bien avoir un terme en sinus. Donc, je fais un changement d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a I1 de bêta qui est égal à la valeur efficace racine de 2 cosinus bêta. C'est aussi la valeur efficace racine de sinus bêta plus pi sur 2. D'accord? Le sinus de bêta plus pi sur 2 est égal à cosinus bêta. Donc là, j'ai calculé le fondamental dans le nouveau repère bêta. Maintenant, je dois revenir dans le repère d'origine. Donc, il faut calculer l'expression dans le premier repère. Bêta, c'est égal à θ moins 3 pi sur 8. Et il suffit de remplacer l'expression de bêta par θ. Donc, θ, ça fait moins 3 pi sur 8 plus pi sur 2, ce qui fait plus pi sur 8. Donc, j'ai l'expression de fondamentale de mon courant dans le nouveau repère θ. Si je regarde mes deux graphes, donc j'ai ma tension V, qui est référence, origine des phases, mon courant de forme impulsionnelle qui tient compte du fondamental, plus mes harmoniques. Ici, le fondamental, vous pouvez voir qu'en fait, je suis en avance sur ma tension V, si je fais référence entre deux fonctions sinusoïdales. Donc, en fait, ici, ma charge est capacitive. Donc, l'impact de cette charge non linéaire vis-à-vis du réseau, vis-à-vis du fondamental, elle est capacitive. Alors, pourquoi elle est capacitive? Parce que, en fait, elle doit, dans le bilan de puissance globale, avoir une prépondérance ou une puissance réactive négative. Donc, ici, vous avez l'expression du fondamental. Si je représente un schéma équivalent, donc le schéma équivalent que l'on peut rencontrer dans la littérature, vous avez votre source de tension V1N ou V. Ici, vous avez le fondamental et ensemble, la suite, vous avez des générateurs de courant harmonique. Donc ici, c'est le courant fondamental et ça, ce sont les harmoniques. Donc on ne les a pas calculés, on aurait pu les calculer. Donc on pourra le voir dans un autre exercice. Que vaut le taux global d'harmonique? Donc le taux global d'harmonique, THD, c'est la racine carrée de la somme des valeurs efficaces au carré des harmoniques sur la valeur efficace du fondamental, ou la racine carrée de I efficace au carré moins I1 au carré sur I1 carré. Cette expression, vous devez la connaître pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai I efficace qui fait 495 ampères, j'ai I1 efficace qui fait 241 ampères, donc mon taux global d'harmonique, THD, fait 1,79. Je vous rappelle que plus il est proche de 0, on peut considérer que les harmoniques sont moins prépondérants. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le fondamental est égal à la valeur efficace, c'est-à-dire qu'en fait ces termes-là sont quasiment nuls, mais le THD doit tendre vers 0. Que vaut le facteur de déplacement? Le facteur de déplacement, par définition, c'est le cosinus phi 1, c'est-à-dire que c'est le facteur de puissance du fondamental, par abus de langage, mais c'est le cosinus phi 1 qui est égal à P sur S1 sur VI1. D'accord? Donc là, on peut voir que si je prends l'expression de mon courant I1, en fait, le cosinus phi 1, le phi 1 ici fait plus pi sur 8. Non, on fait moins pi sur 8, c'est une erreur. Et donc, mon facteur de puissance fait 0,992. Donc là, j'ai fait une petite erreur. On va corriger, c'est bien un moins. Puisqu'ici, c'est sinus θ moins phi si on prend les notations normales. Donc, au niveau des puissances, donc ça va changer parce que il faudrait que je vérifie. Donc, V, on a V, I efficace, I1 efficace, le facteur de déplacement. Donc, la puissance apparente, c'est S est égal à VI efficace. La puissance active, c'est VI1 cosinus phi 1. Le facteur de puissance, c'est P sur S. La puissance réactive, donc là, il y a aussi une erreur, puisqu'en fait, elle est négative. D'accord? Donc, faites attention, puisque phi 1, ici, phi 1 est négatif. On peut alors calculer la puissance apparente, puissance déformante. Donc D, c'est racine carrée de S carré moins P carré moins SQ carré. Le signe de Q n'intervient pas au niveau de mon expression. Et donc, j'ai une puissance déformante de 98 750 voltampères. Alors, déformant, voltampères, je vous laisse le choix entre les deux unités. On veut calculer l'impédance équivalente du fondamental. Donc, pour cela, on va se servir des grandeurs fondamentales. Donc, j'ai I1 efficace, j'ai phi 1, qui est égal, donc là, à moins pi sur 8. D'accord? Donc, il faudra que je corrige. Donc, la loi d'Ohm V égale Z sur I.
Par définition, on sait que I1, c'est V sur Z, c'est V sur Z, et θ I1, c'est θV moins phi de l'impédance équivalente. Donc, Z équivalent, ça sera V sur I1, et Z équivalent, mais ça sera phi 1, et là aussi, donc c'est égal à moins pi sur 8. D'accord? Donc, ma charge est capacitive au niveau du fondamental. Donc, du coup, donc là, c'est juste. Non, si c'est négatif. Donc là aussi, il y a une même erreur. Z équivalent, ben en fait, ici, c'est Z cosinus phi 1, et ici, c'est Z sinus phi 1, donc c'est moins J0,364. Donc là, j'ai pris un modèle série parce que j'ai calculé l'impédance équivalente.